les Athéniennes, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette vidéo numéro 2 de la chaîne Athéna dans mon tout nouveau setup. Aujourd'hui, j'ai sorti ma plus belle tenue d'écolière parce qu'on va parler scolarité. En effet, dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 secrets cachés qui vont vous permettre d'accompagner vos enfants vers, je l'espère, la réussite scolaire. Mais avant, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, bonjour, bienvenue, je m'appelle Jessica Lily Escriva, je suis la fondatrice d'Athéna et sur Athéna, notre mission, elle est de relier les générations, d'aider les parents et les adolescents à mieux se comprendre au travers de plusieurs formats qui peuvent aller de la conférence au coaching en développement personnel spécialement adapté pour les jeunes entre 15 et 25 ans et leurs parents. Et surtout, cette toute nouvelle chaîne au travers de laquelle je souhaite soutenir, accompagner et surtout mettre en avant toute la sagesse de la jeunesse. Alors si vous voulez m'accompagner dans cette merveilleuse aventure et pouvoir être notifié des nouvelles vidéos que je vais poster au fur et à mesure des semaines, eh bien c'est simple, on s'abonne et on active la petite cloche. Mais avant de lancer le générique, petit disclaimer pour nos amis professeurs qui, je m'en suis aperçue, sont extrêmement nombreux déjà à me suivre et je vous en remercie vraiment, ça me touche énormément. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu compliqué et je voudrais que vous gardiez à l'esprit une chose, c'est que ce que j'interroge dans mes vidéos, ce sont toujours les structures, les fonctionnements généraux et jamais les personnes. Alors oui, aujourd'hui, je vais parler de sujets qui vont peut-être vous demander de la remise en question, qui vont être un petit peu, contre-intuitifs. Mais d'abord, sachez que tous les sujets que je vais aborder dans cette vidéo sont d'une part sourcées, je vais d'ailleurs vous mettre le maximum de ces sources dans la description de la vidéo. Et surtout, je suis sûre que nous avons tous le même objectif ici, c'est d'être dignes de ce que notre jeunesse mérite, en accompagnant nos enfants pour qu'ils deviennent des adultes responsables, équilibrés et surtout libres. Et surtout, si vous avez des désaccords avec les points que je vais avancer ou des éléments à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaye de pouvoir répondre à tous les commentaires que je reçois. Et l'idée aussi de cette chaîne, c'est que vous puissiez vous l'approprier afin de trouver ensemble des solutions pour apporter le meilleur à notre jeunesse. Voilà, maintenant que ce petit disclaimer est posé, c'est parti, générique! Et on démarre tout de suite avec le secret numéro 1 que j'ai intitulé « Ceux qui notent vos enfants sont eux aussi notés et c'est pas brillant ». Et oui, je vous ai dit, on commence direct, on attaque dans le dur. Ah ouais, quand même. Je voudrais vous parler ici du classement PISA. Qu'est-ce que c'est le classement PISA ? Déjà, PISA, ça signifie Programme international pour le suivi des acquis des élèves. C'est un ensemble d'études menées par l'OCDE qui vise à mesurer et classer les performances des différents systèmes éducatifs dans le monde. Ces enquêtes sont menées tous les 3 ans auprès de jeunes de 15 ans dans plus de 38 pays dans le monde. Quelque part par ici, vous allez voir une carte qui représente les pays qui participent à ce classement PISA. Alors en bleu, vous avez les pays qui sont membres de l'OCDE, en rouge, les pays non membres qui participent néanmoins à ce classement. Donc le dernier classement en date, dont on va parler plus précisément aujourd'hui, il a été fait en 2023. Et malheureusement, je dois vous dire qu'au vu du résultat de ces études, si l'éducation nationale française devait recevoir un bulletin de notes, on pourrait y voir écrit dessus quelque chose comme « Élève médiocre doit absolument se reprendre et faire des efforts s'il espère pouvoir passer en classe supérieure ». Si on fait un bilan froid de la situation, sur 38 pays, la France est actuellement positionnée en 24e position en compréhension de l'écrit, 22e en maths et 22e en sciences. Mais c'est super ça! Comme je vous le disais dans l'intitulé de ce secret numéro 1, c'est vraiment pas brillant. L'OCDE nous informe d'ailleurs que les résultats de la France sont parmi les plus bas jamais mesurés. Je cite avec mes guillemets. Selon l'OCDE toujours, on apprend que concernant les mathématiques, entre 2018 et 2022, la France a connu, je ressors les guillemets, une baisse historique du niveau des élèves. Quoi? Comment ça, mon ref? Je vous mets donc encore une fois là quelque part dans l'image le classement officiel pour que vous puissiez prendre connaissance des pays qui sont donc bien meilleurs que nous dans l'éducation de leurs enfants. Mais ce qui à mon sens reste le plus inquiétant, le plus frustrant, le plus dérangeant même je dirais dans cette étude, ce ne sont pas les résultats en eux-mêmes, mais les origines de cet échec. En effet, l'OCDE stipule que la France est un des pays les plus marqués par le poids de l'origine sociale des élèves dans leur réussite scolaire. L'étude stipule, je vais vous lire la phrase exacte,
que la France reste l'un des pays de l'OCDE où le lien entre le statut socio-économique des élèves et la performance qu'ils obtiennent au PISA est le plus fort. Dans votre gueule, les pauvres! Et ça, c'est grave. En fait, l'OCDE nous annonce que, finalement, pour ceux qui avaient encore un doute, l'école comme ascenseur social en France, c'est terminé. Ah ouais. Deuxième point très important et inquiétant soulevé par cette étude, c'est l'invisibilisation des élèves dits moyens. Je m'explique. On se retrouve en face d'un très petit nombre d'élèves dits brillants qui, vous l'aurez compris, sont majoritairement issus d'une classe socio-économique élevée, pour une grande majorité d'élèves en difficulté. L'élève moyen, d'après les études PISA, c'est terminé. Finalement, l'élève moyen a été invisibilisé dans nos sociétés au même rythme que la classe moyenne dans notre pays. Et donc malheureusement, la conclusion que nous devons en tirer, c'est que les murs de l'école ne sont plus un rempart visant à protéger nos enfants contre la violence et les crises économiques qui ont traversé notre pays depuis ces dernières années. Ben ouais, logique. Mais alors que faire? Comment soutenir son enfant pour qu'il arrive à tirer son épingle du jeu dans cette espèce d'Hunger Games géant dans lequel il est plongé? Eh bien, il faut comprendre deux choses fondamentales. D'abord, malheureusement, que l'école ne suffit plus pour assurer un avenir à vos enfants. L'école n'est plus une fin en soi. Vous devez aujourd'hui la considérer comme un outil pour parvenir à vos fins. C'est qui le patron? Et moi. Pour utiliser cet outil école au mieux, et là on en arrive à la deuxième chose que vous devez absolument accepter et comprendre, il est nécessaire de connaître le plus tôt possible ses objectifs. Et alors je vous arrête tout de suite, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand, ou ce genre de questions-là, ça sert à rien. Oh merde! C'est même contre-productif parce que ça va mettre encore plus de pression sur les épaules de votre enfant qui en a déjà nettement assez. Non, ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes méthodes pour pouvoir aider votre enfant à trouver sa voie afin de construire son avenir. Chez Athéna, on a un accompagnement qui s'appelle l'accompagnement Ikigai et qui répond exactement à ce genre de problématique. C'est quoi l'ikigai? L'ikigai, c'est un concept japonais qui signifie chemin de vie. Et le point fondamental de cet ikigai, c'est de pouvoir accompagner votre enfant afin de l'aider à trouver par lui-même le point de rencontre entre ce qu'il aime faire, ce pourquoi il est bon, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi il peut prétendre à une rémunération. Si vous croisez ces 4 éléments, vous trouvez le point culminant de l'ikigai. Et donc chez Athéna, on a adapté cette méthode de travail spécialement pour les jeunes entre 15 et 25 ans, afin de les suivre dans chacune des étapes de leur scolarité et de leur préparation professionnelle. Il en est sorti un accompagnement complet sur tous les points clés de cette fameuse insertion professionnelle, qui passe par l'orientation et le projet pro, la productivité et la réussite scolaire, et enfin l'éloquence et la présentation. Si vous souhaitez avoir des informations sur cet accompagnement, eh bien c'est très simple, vous pouvez soit mettre un commentaire en dessous de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir, et sinon vous pouvez me contacter directement en MP sur notre page Instagram. Je vous mets le lien de la page sur la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter et à me poser toutes les questions que vous voulez afin qu'on puisse trouver ensemble un accompagnement qui sera adapté à votre situation. Mais vous l'aurez compris, que ce soit avec nous ou avec d'autres, votre enfant, concernant son avenir, ne peut plus se contenter de ce que lui propose l'école. Je suis bien d'accord avec la grosse. Et on passe tout de suite au secret numéro 2, vous allez le comprendre très vite, il est lié au premier secret, car je l'ai intitulé « L'école de vos enfants n'a pas connu d'évolution majeure depuis près de 150 ans ». Lorsqu'on parle école nationale française, on pense tout de suite à Jules Ferry et à ses lois éponymes auxquelles on se réfère encore de nos jours. Mais on a tendance à oublier que ces lois datent de la Troisième République. Plus précisément, elles ont été promulguées entre 1879 et 1886. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tu te fous de ma gueule? Alors bien sûr, vous allez me dire, les valeurs portées par ces lois sont encore extrêmement importantes de nos jours. C'est vrai, pourquoi a-t-on fait ces lois? Pourquoi? Pour avoir une école primaire gratuite, obligatoire et laïque. Oui, mais pas que. En effet, à l'époque, il y a beaucoup d'autres raisons qui poussent Jules Ferry à promulguer ces lois. Et bien que nous ayons fini par les oublier avec le temps, elles n'en demeurent pas moins fondamentales pour comprendre certaines des difficultés que vivent nos adolescents aujourd'hui à l'école. D'abord, Jules Ferry, avec ses lois,
Il veut préparer des soldats. En effet, les lois Ferry sur l'instruction sont aussi et surtout une conséquence directe de la guerre contre la Prusse perdue en 1870. À l'époque, les soldats allemands avaient été considérés comme mieux éduqués que les soldats français, comme ne cessait de le rappeler d'ailleurs la presse contemporaine de l'époque. Et Jules Ferry lui-même, dans son discours de Reims de 1882, dit « L'instituteur prussien a fait la victoire de sa patrie, l'instituteur de la République préparera sa revanche. » L'école était aussi là pour préparer des soldats plus éduqués et donc plus compétents sur le champ de bataille en prévision d'une guerre future qui malheureusement ne tardera pas à arriver en 1914. Au travers de cette école publique laïque, obligatoire et gratuite, on espère aussi créer et préparer des patriotes. Pas mal, non? C'est français. En effet, les lois sur l'instruction de Jules Ferry sont aussi fondées sur l'idée qu'elles permettront de transmettre les idées républicaines dans les régions les plus isolées de la France. Il faut se rappeler ce qu'est la France à cette époque. En effet, si à notre époque nous sommes tout à fait habitués avec l'idée d'un État centralisé, il faut se rappeler que pendant la Troisième République, la France ressemble plutôt à un agglomérat de régions très différenciées, avec chacune leurs us et coutumes et même leur langue. Sans parler des différentes colonies dispersées à travers le monde, chaque région de la France métropolitaine est à l'époque un petit pays en soi. On parle le breton, l'occitan, le languedocien, et chaque citoyen, bien que français, vit son identité comme régionale. Et donc le gouvernement se retrouve à l'époque dans une situation où il est obligé d'effacer progressivement les spécificités de chaque région pour cristalliser l'idée de la citoyenneté française autour de la République. Je passerai bien sûr sur toutes les petites guéguerres politiques qui accompagnent et sous-tendent ce projet, mais ce qu'il faut simplement se rappeler, c'est que l'école à ce moment-là permet aussi de créer une nouvelle génération qui adhère au récit national pour consolider la nation. Enfin, la France étant rentrée avec un petit peu de retard par rapport à ses voisins européens dans sa deuxième révolution industrielle, elle a aussi besoin d'ouvriers qualifiés pour pouvoir travailler dans ces nouvelles usines. D'ailleurs, beaucoup avant moi ont souligné avec brio le fait que les écoles nationales françaises étaient construites sur le même modèle que ces usines, voire ces prisons. Mais restons sur le modèle des usines pour l'instant, ça suffira pour cette vidéo. Tout d'abord, l'école française est construite autour d'une organisation hiérarchique et standardisée. Tout comme dans les usines où les employés sont organisés de façon hiérarchique, ouvriers, chefs d'équipe, superviseurs, le système scolaire français repose lui aussi sur une hiérarchie stricte, enseignants, proviseurs, inspecteurs, etc. Ensuite, nous avons une idée de processus en série et d'uniformisation. L'éducation, comme toute production en usine, est souvent pensée de manière standardisée, avec des classes d'âge, des programmes identiques pour tous, des horaires fixes, ne laissant que très peu de place à la personnalisation et au rythme individuel. Et donc, les élèves, comme les produits d'une usine, vont passer d'étape en étape, de classe en classe, en suivant un processus standardisé. Vous avez aussi les objectifs de performance. Dans une usine, le rendement est mesuré par la productivité et la qualité des produits. Et dans le système éducatif aussi, évidemment, les élèves sont jugés en fonction de leur performance. Notes, examens, taux de réussite, parfois sans aucune prise en compte de l'individualité de chacun, ce qui peut réduire l'éducation à une idée de production de bons élèves. On a vu dans le classement PISA ce que ça donne. C'est nul! Vous avez aussi les cadences imposées. En effet, tout comme le rythme de travail dans les usines est imposé par le besoin de maximiser l'efficacité, les élèves sont eux aussi soumis à un rythme imposé par les emplois du temps, les trimestres, les examens. Et ce rythme-là, on va très vite en reparler, n'est souvent absolument pas adapté à leurs besoins physiologiques. On voit donc bien qu'à l'époque, avec ces lois Ferry, on prépare aussi des ouvriers pour faire fonctionner l'État. Alors tout ça, c'est ni bien ni mal en soi. Le problème, c'est que si l'école nationale n'a elle pas beaucoup évolué depuis lors, le monde, lui, a changé. Entre-temps, pour la faire courte, vous avez eu l'arrivée de la radio, de la télévision, de l'ordinateur, des jeux vidéo, d'Internet et aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Et je ne rentrerai certainement pas dans le débat de les jeunes ont qu'à continuer à suivre parce que c'est comme ça et pas autrement, et autres accusations de fainéantise générationnelle. À mon sens, ce sont des débats stériles qui n'apportent aucune solution. Le fait est que malheureusement, à force de refuser de se remettre en question et d'évoluer, l'école a bel et bien
perdu la bataille pour obtenir l'attention des élèves. C'est logique. Et donc encore une fois, voici quelques conseils pour accompagner votre enfant vers la réussite scolaire malgré cette situation quelque peu catastrophique. Tout d'abord, on va parler neuroergonomie de l'apprentissage. Alors, neuroergonomie de l'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, même si je vais tenter ici en quelques minutes de vous expliquer les bases de ce champ de réflexion extrêmement intéressant, je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers une personne bien plus intelligente et cultivée que moi qui s'appelle Monsieur Idriss Aberkan, triple doctorant en littérature comparée, diplomatie et relations internationales et neurosciences et qui est l'un des fers de lance de ce mouvement qui vise à promouvoir la neuroergonomie en France. Je peux vous conseiller par exemple deux de ses ouvrages les plus célèbres. Vous avez Libérer votre cerveau notamment et Économie de la connaissance. Mais je vais lui emprunter pour cette vidéo, j'espère qu'il me pardonnera l'une de ses paraboles pour vous expliquer ce qu'est la neuroscience. Et j'espère qu'au travers de celle-ci, vous allez pouvoir voir un petit peu de son génie didactique. Cette parabole, c'est la parabole de la chaussure gauche et de la chaussure droite. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Ta gueule! Savez-vous que avant 1854, les chaussures étaient fabriquées sans distinction pied droit, pied gauche? Et si aujourd'hui on se rend compte des bénéfices simplement lorsqu'on se trompe de chaussures le matin quand on est un petit peu mal réveillé, eh bien avant cela, si on imaginait, je ne sais pas, un soldat qui serait allé voir son sergent-major pour lui dire « Écoutez, monsieur le caporal, j'ai un petit peu mal aux pieds quand on marche là, je pense que ça serait intéressant de voir si on pourrait pas faire un pied droit, un pied gauche. Franchement, on serait bien meilleur, on serait moins fatigué sur le champ de bataille, on aurait moins de douleurs aux pieds et donc forcément on serait des meilleurs soldats. » Quelle chance! Je sais pas comment il aurait été reçu, mais à mon avis, pas très bien. De même, si aujourd'hui vous vous retrouviez face à un commerçant dans un magasin de chaussures qui essaierait de vous vendre une paire de chaussures sans distinction pied droit, pied gauche, à l'instant où vous les enfileriez, vous vous direz « Aïe, là il y a un problème, gars, j'ai mal aux pieds en fait. » Eh bien, imaginez que ce vendeur en face de vous vous réponde à ce moment-là « Eh ben écoute, mon ami, c'est ton pied qui va devoir s'adapter à mes chaussures. » Je te demande pardon. Vous lui diriez certainement quelque chose du genre mon gars, t'es bien gentil là, mais tes chaussures, je vais les garder 2-3 ans maximum, mes pieds, je vais les garder toute ma vie. Donc en fait, c'est tes chaussures qui vont devoir s'adapter à mes pieds. » Eh bien en fait, la neuroergonomie de l'apprentissage, c'est exactement ça. C'est adapter les méthodes d'apprentissage à notre cerveau plutôt que de demander au cerveau humain de s'adapter aux méthodes d'apprentissage et ce dans le but de, évidemment, plus d'efficacité. Mais oui, putain, mais bien sûr, enfin! Un petit exemple pratique typique chez les adolescents, on va parler rythme circadien. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le rythme circadien, c'est une sorte d'horloge biologique interne qui régule nos heures de sommeil et de réveil. Ce rythme est bien sûr influencé par la lumière du soleil, mais aussi par notre biologie. Et il se trouve que chez les adolescents, les changements hormonaux importants qui se produisent lors de la période de la puberté influent sur ce rythme circadien. Et cela modifie leur cycle de sommeil en comparaison à celui des adultes ou des enfants. Et voici quelques particularités du rythme circadien de l'adolescent. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle le décalage de phase. C'est un décalage naturel de l'horloge biologique vers un coucher plus tardif et donc un lever plus tardif lui aussi. Et ça s'explique, c'est dû à une production de la mélatonine, l'hormone du sommeil, qui est retardée. En général, alors que chez l'enfant, cette mélatonine est produite bien plus tôt dans la soirée, chez l'adolescent, celle-ci commence à être produite autour des 22h, 23h. Ce qui explique pourquoi la plupart des adolescents ont beaucoup de mal à tenir les horaires de coucher que vous fixez. Ouais, c'est pas faux. Ajoutez à cela ce que l'on appelle le besoin accro de sommeil chez l'adolescent, qui définit le fait qu'un adolescent a besoin pour fonctionner de manière optimale dans sa journée d'entre 8 et 10 heures de sommeil en moyenne. Ce qui veut dire que pour certains, c'est beaucoup plus. On voit bien ici que de nombreuses disputes familiales pourraient être évitées si l'école daignait s'adapter au moins aux besoins physiologiques et biologiques de l'adolescent. Évidemment, la plupart des adolescents n'ont absolument pas la possibilité, à cause de leur emploi du temps, de dormir autant qu'ils le devraient pendant la semaine et pour beaucoup rattrapent ce manque de sommeil dans le week-end. Donc, si cette vidéo vous permet d'éviter de vous disputer avec votre adolescent parce qu'il n'est toujours pas réveillé le dimanche à 14h, c'est déjà une bonne chose. Donc,
Pour dire les termes, vous l'aurez compris, le fait de dispenser un cours, quel qu'il soit, à un adolescent avant 10 heures, c'est de l'ordre de la stupidité. Et ceci, bien sûr, vous l'aurez compris, ce n'est qu'une des absurdités du système scolaire français parmi tant d'autres. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, pour vous en tout cas, qui regardez cette vidéo, c'est que si l'éducation française a du mal à accepter l'idée de cette neuroergonomie de l'apprentissage, eh bien, les autres pays, eux, vous savez, ceux qui nous éclatent au PISA, vous voyez, eh ben, ils travaillent sur ces questions depuis déjà pas mal d'années. Ce qui leur a permis évidemment de faire progresser leur système d'apprentissage et vous pouvez, vous inspirer de leur méthode pour aider votre adolescent à s'en sortir. Prenons un exemple tout bête, les maths. Gros problème, les maths. En France, on le sait tous, l'apprentissage des maths est basé sur une méthode centrée sur l'abstraction rigoureuse. C'est enseigné comme une espèce de science abstraite qui a la plupart du temps pour résultat de dégoûter les jeunes des mathématiques pour leur vie entière. C'est dégueulasse. Eh bien, il se trouve que dans les pays anglo-saxons, notamment au Royaume-Uni, ce n'est pas du tout de cette manière qu'on envisage et qu'on transmet l'idée des mathématiques. Au contraire, l'approche est généralement plus pragmatique et basée sur l'application. L'idée ici est de rendre l'apprentissage des mathématiques plus accessible en insistant sur la résolution de problèmes pratiques. Ce que je vous conseille donc, c'est de vous procurer un livre de maths anglo-saxon. Et en plus, double bénéfice, votre enfant, il va à la fois travailler ses maths d'une façon beaucoup plus intéressante pour lui et aussi son anglais. Je vous mets ici 2 couvertures de livres anglo-saxons à destination des élèves qui ont un niveau équivalent à la seconde en France, mais ils pourront être utiles à vos enfants sur tout leur lycée en réalité. Et je vous mets aussi les liens de ces ouvrages dans la description de la vidéo afin que vous puissiez vous les procurer simplement. Parlons des langues maintenant, l'apprentissage des langues. En France, on est évidemment le seul pays au monde qui apprend les langues étrangères à ses enfants par l'écrit. C'est incredible. C'est complètement contre-intuitif d'apprendre une langue à l'écrit, on le sait tous. Donc du coup, quelques conseils que vous devez connaître, mais c'est toujours bien de les rappeler. C'est simple, pour apprendre une langue étrangère, il y a 2 outils formidables qui sont la musique et le visionnage de films ou de séries en VO sous-titré. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça peut être à la fois un point de rencontre avec votre adolescent et aussi, pourquoi pas, un outil de négociation. C'est-à-dire, ok, tu veux regarder tes séries Netflix, il n'y a pas de souci, mais par contre, tu les regardes en VO sous-titré. Tu veux écouter ta musique préférée, c'est super. Mais tu sais quoi, on va l'écouter ensemble et avec le texte. Comme ça, tu vas un petit peu savoir ce que dit ton chanteur américain préféré. Ces méthodes-là, elles paraissent super simples, mais en réalité, je suis la preuve vivante qu'elles fonctionnent. Moi, personnellement, l'anglais, je l'ai appris avec 2 génies qui sont Kurt Cobain et Eminem. Ouais, c'est marrant. Et on continue avec le secret numéro 3 que j'ai intitulé « Personne, je dis bien personne ne peut dire si un élève est bon ou mauvais ». Alors attention, ici je ne vais absolument pas parler de principes de l'ordre émotionnel, vous savez, du genre « tout le monde a une richesse en lui, il suffit de la trouver ». Alors évidemment j'en suis convaincue, mais j'estime que ce genre de déclaration est plutôt contre-productive car finalement, dans les faits et en pratique, elles sont vite oubliées. Non, ici on va parler sciences, enfin plus précisément sciences sociales, avec 2 études qui, je l'espère, vont vous prouver ce que j'avance. La première étude est connue sous le nom d'effet Pygmalion et elle date de 1968. Et cette étude a prouvé que les attentes des professeurs peuvent influencer la performance de leurs élèves. Nous la devons à Robert Rosenthal, psychologue, et Leonore Jacobson, directrice d'école. Donc voilà comment ça s'est passé. Les chercheurs ont informé certains professeurs qu'ils allaient, durant l'année, devoir s'occuper d'une classe peuplée d'élèves au potentiel académique extrêmement élevé. Des élèves qu'on appellerait maintenant à haut potentiel intellectuel, par exemple. Évidemment, les élèves étaient en fait des élèves tout à fait normaux sélectionnés au hasard. Les résultats de cette étude se sont avérés extrêmement intéressants. Tout d'abord, premier point extrêmement intéressant, lorsque l'on a interrogé les professeurs pour savoir quelles étaient leurs opinions sur cette année qui venait de s'écouler, tous ont répondu qu'ils avaient passé une année formidable, qu'ils avaient été extrêmement fiers de pouvoir accompagner des élèves aussi brillants sur une année, et que ces enfants d'une intelligence extraordinaire seraient certainement l'avenir de leur nation. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai.
L'autre point important que cette étude a révélé, c'est que ces fameux élèves dits normaux ont réussi en réalité à avoir une amélioration extrêmement significative de leurs résultats scolaires à la fin de l'année. Ce qui suggère que l'impact du regard et de l'attente de leurs professeurs ont influencé leur réussite scolaire indépendamment de leur capacité. Ici, on est presque dans l'univers quantique, c'est-à-dire que la nature de l'objet observé dépend de l'observateur. Mais malheureusement, en tant que pédagogue, vous pouvez aussi produire l'effet inverse sur vos élèves. Parlons ici de l'expérience des anagrammes insolubles de Mayer et Seligman, datant elle aussi des années 70. L'idée est simple. Un professeur va annoncer à ses élèves qu'il compte leur faire un exercice visant à résoudre des anagrammes. Il fait donc distribuer une liste d'anagrammes. Mais il y a une petite subtilité. En réalité, il va distribuer 2 listes différentes de façon aléatoire. Une partie de la classe aura des anagrammes relativement simples à résoudre. Une autre partie aura des anagrammes insolubles. Je vous ai adapté ce petit exercice avec des anagrammes en français pour plus de clarté, bien que cette étude ait été menée aux États-Unis. Donc vous voyez, dans la liste numéro 1, vous avez des anagrammes relativement simples à résoudre. Niche donne Chine ou même chien. Beau donne aube. Valise donne salive. Sur la liste numéro 2, par contre, les 2 premiers anagrammes sont absolument insolubles. La règle est simple pour les élèves. À partir du moment où vous avez résolu les 3 anagrammes, vous levez la main. Bien sûr, très rapidement, les élèves ayant reçu la liste numéro 1 lèvent la main les uns après les autres. Imaginez dans quel état peut se trouver un élève qui a reçu la liste numéro 2 avec les anagrammes insolubles. Petit à petit, il voit autour de lui des élèves de plus en plus nombreux lever la main pour dire qu'ils ont trouvé les réponses et lui est bloqué dès le premier anagramme en se disant « C'est impossible, je n'y arrive pas, je suis un imbécile ». Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Imaginez la détresse pour ces élèves incapables de trouver la solution. En fait, il est même inutile de l'imaginer, je vais vous l'expliquer tout de suite. Il se trouve que les neurosciences nous ont appris que la douleur physique et la douleur émotionnelle activaient exactement la même zone du cerveau. En fait, ce sont plutôt des régions du cerveau qui comprennent le cortex singulaire antérieur et l'insula. Mais ce que ça veut dire en réalité, c'est qu'une douleur émotionnelle, une blessure, même d'humiliation, est tout aussi violente pour un être humain qu'une douleur physique. Et pour rester dans le milieu scolaire, si vous voulez une image forte, en fait, un élève qui se sentirait humilié, désespéré au tableau parce qu'il ne trouve pas la réponse, en fait, il a juste la sensation d'être mis au milieu de la classe et de prendre des gros coups dans la gueule. Voilà que c'est pas cool, frère. Donc lorsqu'on interroge ces fameux élèves qui sont passés à travers ce test, c'est ce qu'ils nous décrivent. Une douleur émotionnelle extrême, le fait de se sentir complètement idiot et une honte indescriptible. Mais là où cette étude est d'autant plus signifiante, c'est sur un petit détail. Je vous l'ai dit, sur la liste numéro 2, vous avez 2 anagrammes insolubles, mais le 3e, lui, peut être résolu. Chantier, tranche. Mais alors, qu'est-ce qu'il se passe dans le cerveau des étudiants à ce moment-là? En fait, l'élève va commencer tout d'abord à essayer de résoudre le premier anagramme, il va se retrouver face à cette impossibilité, il va se sentir un petit peu idiot, mais il va continuer ses efforts. Il va passer au 2e, histoire de voir si celui-ci est peut-être plus simple à aborder. Et là, il se retrouve d'autant plus face à un mur. Mais les mains des autres élèves autour continuent à se lever. Ils se sentent de plus en plus bêtes. Arrivé au 3e anagramme, il se passe quelque chose dans son cerveau de l'ordre de « laisse tomber, essaye même pas, lâche-la faire, t'es pas capable ». T'as les boules. Allez, salut. L'élève se sent à ce moment-là complètement impuissant, complètement incapable, et arrivé au 3e anagramme, il est devenu effectivement incapable de le résoudre. Et cela a un nom, ça s'appelle l'impuissance apprise. Je ne vais pas vous parler plus longuement de cette impuissance apprise parce que j'estime que c'est un sujet qui mérite une vidéo tout entière. Mais ce qu'il faut retenir ici, ce que ces études nous ont prouvé depuis des dizaines et des dizaines d'années déjà, c'est que à moins d'aller mettre chaque élève dans un putain d'IRM, personne, je dis bien personne, n'a la capacité de savoir si un élève en échec scolaire l'est parce qu'il est incapable ou parce qu'il est persuadé de l'être. Oh les bâtards. Et ça, je crois que ça doit nous pousser, nous, en tant qu'adultes, à une énorme remise en question. Parce que le regard de pédagogue que nous allons poser sur chacun des élèves que nous avons en face de nous va en quelque sorte paver le chemin de leur avenir. Est-ce que nous allons le diriger vers l'effet Pygmalion?
et améliorer sa réussite, quelles que soient ses capacités intrinsèques de base, ou le diriger vers l'enfer de l'impuissance apprise et le persuader que tout est perdu d'avance. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Sur ces bonnes paroles, nous arrivons déjà au secret numéro 4 que j'ai intitulé « Le meilleur professeur particulier de vos ados, c'est Internet ». Pardon? Pardon? Oui, je sais, celui-là, il est particulièrement contre-intuitif, mais je vous assure qu'Internet est bel et bien un professeur particulier formidable pour vos adolescents. Il suffit de l'utiliser avec intelligence et parcimonie. Tout d'abord, évidemment, YouTube. YouTube est une manne intarissable de vidéos et de contenus pédagogiques extrêmement enrichissants sur tous les sujets. Un peu de recherche et de vérification vous permettront de trouver les vidéos sur les thèmes qui vous intéressent. Et les matières enseignées à l'école ne font pas exception. Et comme parfois il peut être difficile de faire le tri pour vos adolescents, je vous propose une petite liste de chaînes vers lesquelles vous pouvez vous diriger sans crainte. Alors la plupart de ces chaînes, je vous rassure, n'ont absolument pas besoin de ma petite publicité au vu du nombre de vues qu'elles affichent déjà. Mais si vous ne les connaissez pas encore et que vous avez besoin d'un guide pour vous diriger dans les méandres de YouTube, c'est avec plaisir que je vous les partage. Ah, c'est gentil, merci. Pour ce qui concerne l'histoire, je vous conseille la chaîne de Nota Bene. Et pour un niveau supérieur, vous avez aussi toutes les conférences du grand André Guillemin. Pour ce qui est des matières scientifiques, bio, physique, les chaînes Omniscience, y-penser, Science étonnante. Et pour les fans de mythologie, Infine. Ceci est une liste non exhaustive et je suis sûre qu'avec un petit peu de recherche, vous allez trouver votre bonheur. Et bien sûr, je ne pouvais pas vous parler d'Internet sans parler du fameux phénomène ChatGPT. It is what it is. It is what it is. Alors bien sûr, utiliser ChatGPT pour faire ses devoirs à sa place, c'est complètement con, c'est nul. Mais par contre, pour reprendre un cours que l'on n'aurait pas compris ou une notion compliquée, c'est génial. ChatGPT, utilisé de la bonne manière, peut vous aider à faire des fiches de révision, peut vous créer des exercices spécialement adaptés à vos difficultés. ChatGPT n'a pas d'ego, n'a aucun a priori sur vous, et surtout est d'une patience infinie. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que ChatGPT va remplacer nos professeurs, bien sûr. Par contre, c'est un outil extrêmement intéressant et pertinent lorsqu'il est utilisé de la bonne manière pour accompagner votre enfant vers la réussite scolaire. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par ce sujet-là et que je vous fasse une vidéo autour des trucs et astuces à connaître pour pouvoir utiliser ChatGPT pour accompagner votre enfant vers la réussite scolaire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo numéro 2 de la chaîne Athéna. Dites-moi en commentaire quel est le secret qui vous a le plus étonné. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications qui vous informeront de ma prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous remercie encore du plus profond de mon cœur pour tous vos messages de soutien. Et rappelez-vous, soyez grands, soyez beaux, soyez forts, soyez sages et surtout soyez libres. Soyez des Athéniens et des Athéniennes. Je vous aime. À très vite.